Bonsoir à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver. À la une de l'actualité ce soir, le lancement par le Premier ministre de l'opération de distribution des kits scolaires destinés aux élèves des établissements primaires publics. Plus de 4 millions de kits seront distribués gratuitement sur l'ensemble du territoire national. La police criminelle a mis le grappin sur le présumé assassin de Youya Emanuela. Le corps sans vie de la jeune fille de 19 ans avait été retrouvé dans une résidence meublée aux Deux Plateaux Vallon, dans la commune de Cocody, mercredi dernier. Étudiant de 21 ans, le présumé meurtrier a été interpellé par la police criminelle. Et puis dans l'actualité sportive, l'Africa Sport d'Abidjan réussira-t-il à se maintenir en première division ? Malgré le communiqué de la FIF annonçant la montée de l'ISCA, conformément à la décision du TAS, et du maintien des Verts et Rouges en D2, les dirigeants du club n'ont pas tardé à exprimer leur opposition à cette décision. Est-ce le début d'un bras de fer et jusqu'où pourrait-il aller ? Analyse à suivre en toute fin de journal. Plus de 4 millions de kits scolaires seront distribués par le gouvernement ivoirien gratuitement aux élèves des établissements primaires publics sur l'ensemble du territoire national. Le top départ a été donné ce matin par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, dans la commune d'Abobo. Les précisions de Salif Yalekwe et Tanguy Konan. Dame Sabine Kouassi accompagne ce matin son enfant Ange à son école, au groupe scolaire Agoueto Municipalité. Cet établissement de la commune d'Abobo a été choisi pour abriter le lancement officiel de la distribution de kits scolaires. Un soulagement pour les élèves et leurs parents. Il y a eu le sac qui est là. Il y a eu des cahiers qui sont déjà là. Ça couvre au moins quelque chose. Nous sommes très contents en tant que parents d'élèves pour le geste que Madame la ministre vient de faire, pour ce que Maman Kandia aussi vient de faire pour nos enfants. Que Dieu les bénisse abondamment. On en a besoin beaucoup parce qu'il y a des parents aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens. Donc avec ce kit-là, vraiment, ça va, c'est un coup de soulagement pour tous les parents de Agoueto Municipalité 1 et 2. Cette opération, initiée par le gouvernement ivoirien, rentre dans le cadre de la politique de l'école obligatoire et de la lutte contre l'échec en milieu scolaire, à en croire le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé, qui a présidé cette cérémonie de lancement en présence de plusieurs membres du gouvernement et des partenaires du système éducatif. La mise à disposition des manuels scolaires gratuitement aux enfants vulnérables est une mesure déterminante dans la stratégie de la scolarisation universelle. Cette pratique exprime clairement la volonté du gouvernement de renforcer la démocratisation de l'accès à l'éducation de base et à la réduction des inégalités. Cette opération de distribution de kits scolaires s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, un programme dont les retombées sont réelles et palpables à travers tout le territoire national. C'est le signe de la volonté et de la détermination du président d'accompagner les parents d'élèves pendant cette période cruciale qui est la rentrée scolaire. Une opération qui va concerner toutes les écoles primaires de l'ensemble du territoire national. La distribution des kits à tous les élèves du primaire public facilite l'accessibilité de tous les enfants en âge scolaire à l'enseignement à moindre coût. Cette année, ce sont 4 116 957 kits scolaires qui seront distribués gratuitement dans les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire pour un montant de 8 69 81 384 francs CFA. Les kits scolaires qui sont distribués à nos enfants sont totalement gratuits. Le premier magistrat de cette commune, Kandia Camara, se félicitant des efforts du gouvernement en matière d'éducation, notamment pour sa commune, a pour sa part invité les élèves et leurs parents au bon usage de ces kits scolaires. Hier, c'est à Bonoa que s'était rendue une importante délégation gouvernementale avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé. En ligne de mire, une rencontre avec les filles et fils du Sud Comoé pour passer en revue les initiatives et réalisations du gouvernement dans cette région, notamment la construction de centres de santé et d'écoles, entre autres. On fait le point avec Nadja Eja et Chèque Bleu. Bonoa, ce dimanche 16 septembre. Sont présents sur cette place publique plusieurs délégations venues des 4 coins de la région du Sud Comoé pour prendre part à cette grande rencontre avec les membres du gouvernement. Ouvrant les allocutions, la représentante de la première dame Dominique Ouattara
était porteuse de bonnes nouvelles pour les femmes de cette région. La première dame a décidé d'augmenter le fonds séjour avec une enveloppe supplémentaire de 500 millions de francs CFA pour le Sud-Comoé, ce qui portera le fonds à 4 milliards dans cette belle région. Se succédant au pupitre, les membres du gouvernement ont tour à tour présenté les actions de développement réalisées en faveur des populations de cette région, dans les domaines de l'agriculture, de l'insertion professionnelle et du service civique, de la santé, de l'assainissement et de l'hydraulique, de la protection sociale et de l'éducation nationale. Cette région comptait seulement 16 collèges. Et ce nombre a été multiplié par plus de 2 en 2024, en passant de 16 à 35 collèges. Le nombre de salles de classe a été multiplié par presque 2 parce que nous sommes passés de 1808 à 3261. Des réalisations chères au cœur du président de la République, comme le traduit le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Toute la politique qu'il conduit ne vise qu'à rendre les Ivoiriens heureux, fiers, solidaires. Une Côte d'Ivoire qui fait envie, qui donne envie. La politique du président Alassane Ouattara, c'est l'épanouissement de l'Ivoirien. Cette cérémonie a aussi été le cadre pour les populations d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État. Le tout dans une ambiance festive. Du Sud-Comoé, nous prenons la direction de la région du Cavali dans l'ouest du pays. Cette fois-ci, c'est le vice-président de la République qui a présidé une cérémonie d'hommage au président de la République samedi. Tiemoko Meïlie Koné a annoncé la livraison prochaine de plusieurs infrastructures sanitaires et routières en cours de réalisation. Nadia Edja. Les centres hospitaliers de Diokwe et Guiglo, ainsi que les tronçons Mankoubli et Guiglo-Taï, dont les travaux sont en cours, seront bientôt livrés. L'annonce a été faite par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, lors d'une tournée dans le district des montagnes. Merci au président Ouattara pour la paix, pour la sécurité retrouvée, pour les actions de développement entreprises dans le district des montagnes. Dans les mois à venir, ce sera l'inauguration des tronçons routiers Mankoubli et Guiglo-Taï pour améliorer la mobilité entre ces localités. Au cours de la cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara, la ministre Anne-Désirée Ouloto a exprimé la reconnaissance des peuples de l'Ouest montagneux au numéro 1 ivoirien. L'avènement d'un grand homme, son Excellence, M. Alassane Ouattara, en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire, fut pour notre pays et pour notre district la bouffée d'oxygène si inespérée, mais si salvatrice à bien d'égards. Venus nombreux à cette célébration, les populations se sont par ailleurs réjouies de cette initiative. En lui disant merci, c'est parce qu'en retour, le président a fait énormément de choses pour le district des montagnes. En parlant des routes, le bitumage, l'électrification de nos villages et des différentes villes du district des montagnes, au niveau de l'éducation, de la santé et la construction des centres régionaux. En marge de cette tournée, le vice-président a inauguré le pont Alassane Ouattara sur le fleuve Ouzo à l'entrée de la ville de Guiglo. C'est un drame qui a fait grand bruit dans la capitale économique ivoirienne la semaine dernière. Souvenez-vous, mercredi, le corps sans vie de Yohou Ya Emanuela a été découvert dans une résidence meublée aux 2 plateaux. La police criminelle a finalement réussi à mettre le grappin sur le présumé assassin de la jeune fille de 19 ans. Il s'agit d'un étudiant de 21 ans, comme nous le montrent Pierre-Di Pomelin et Eric Kimon. KFJ, étudiant de 21 ans, tombé dans les filets de la police criminelle. Entendu par les enquêteurs, le présumé assassin de Yohou Ya Emanuela, la jeune fille de 19 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé dans une résidence meublée aux 2 plateaux Vallon, a avoué avoir donné la mort à sa victime à coups de couteau le 7 septembre 2024. La raison de ce crime crapuleux, la jeune fille lui aurait volé de l'argent. La somme de 500 000 francs CFA. Mais cet aveu, c'est aux enquêteurs qu'il le fait. Face à la caméra avant son déferment au parquet,
l'étudiant présumé auteur du crime fait un rétro-pédalage, racontant une histoire où il se présente comme une personne harcelée par des individus inconnus qui le menacent de mort, ce qui l'oblige à se réfugier dans les résidences meublées. Les gens sont venus à l'appartement. J'ai essayé de m'enfuir. Océane était dans l'appartement. Ceux qui me connaissent savent. J'ai toujours reçu des menaces de mort à cause de cette affaire de 400 millions il y a combien d'années? Voici la vraie version. Après, quand je suis rentré à la maison, j'avais peur. Donc je suis resté chez mon père jusqu'au dimanche où j'ai reçu un message en une vue sur Snapchat avec un faux compte qui était indiqué « On t'a pas eu, la prochaine fois on va te tuer, mais on t'a laissé un cadeau ». Le lundi, je me suis rendu à l'appartement. J'ai constaté que l'appartement était bousillé. J'ai vu le drap, j'ai vu les armes, j'ai vu les couteaux, j'ai vu le corps et j'ai vu tout. Un assassinat qu'il attribue à ceux qui sont à ses trousses. Interrogé sur ses aveux à la police, KKFJ ne veut parler désormais qu'en présence de son avocat. Ce crime odieux a laissé les Ivoiriens dans l'émoi. Comme une traînée de poudre, la nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux. Dans les forums, les commentaires et témoignages ont fusé de partout, allant des plus fantaisistes aux plus caricaturaux. Déféré au PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan, l'étudiant nommé KKFJ encourt une peine d'emprisonnement comprise entre 10 ans et la perpétuité. Autre registre, premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire exporte près de 2 millions de tonnes de fèves en moyenne. C'est connu. Ce que l'on sait moins, c'est que sa culture génère d'importantes quantités de déchets estimés à près de 6 500 000 tonnes de cabosses vides de cacao et 363 millions de litres de mucilage par an. Les mucilages, ce sont des substances végétales. La bonne nouvelle est qu'il existe des alternatives pour valoriser ces déchets de la filière cacaoyère en bioproduits à forte valeur ajoutée. Une innovation attribuée au professeur Soro Yaya. La solution de l'enseignant-chercheur lauréat du prix national d'excellence 2024 consiste à mettre au point un engrais naturel à partir des cabosses vides. Comment ce compost a été conçu? Quel impact dans les domaines agrochimiques, environnemental et pharmaceutique? Les réponses dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Thiemé Dandje et Joseph Zécré. Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Dans ce pôle technologique du pays, un compost à base de cabosses de cacao, dont le pays est le premier producteur mondial mis au point. Engrais naturel, il est l'œuvre de cet enseignant-chercheur, lauréat du prix national d'excellence 2024, qui vient répondre à un double objectif. La cabosse vide de cacao en compost et en biomolécules. Et le deuxième objectif, le mucilage en alcool médical. Tout part de ce laboratoire où le produit est à la première étape du processus de production. Sur les lieux, une logistique simplifiée adaptée à la cible. Les cacaoculteurs. Sous des seaux inversés, des cabosses vides de cacao broyés. À la poudre malaxée, l'équipe scientifique ajoute des essences naturelles. Résultat, un mois après. Quand on finit l'opération de compostage, on obtient quelque chose comme ça, de noir comme ça. En face, des échantillons d'examen des bio-engrais obtenus. Ici, ce sont des plantes qui ont été prises sans compost. Là, c'est avec un autre type de compost chimique. Et ici, ce sont les composts que nous avons fait à base de cabosses de cacao. Vraiment au même stade, mais on voit beaucoup plus d'évolution au niveau donc, des composts faits avec cabosses de cacao que le témoin qui est sans compost et le témoin qui est le compost d'un compost chimique. De là, les résultats obtenus sont acheminés au Fab Lab, lieu où le produit mis au point, prêt pour utilisation, va être conditionné. Ici, l'idée, le slogan, c'est vous rentrez avec une idée et vous sortez avec un produit. Donc lorsque nous faisons les expériences et que nous avons eu des résultats, pour les résultats qui sont promoteurs, on vient maintenant dans l'incubation. À l'intérieur, toute une logistique scientifique moderne d'analyse des données. De là,
cap est mis sur le site expérimental en milieu naturel, à l'INPHB Nord. L'on y retrouve le compost réalisé sur place. Le produit arrivé à maturation est cette fois utilisé en phase test sur des échantillons de plantes à résultats rapides. Ici, comme au laboratoire, l'agro-ressource à base de cabosse vide de cacao broyé fait ses preuves. À la satisfaction de l'enseignant-chercheur à la tête de l'école doctorale Sciences et techniques de l'ingénieur de l'INPHB, à la rescousse des cacaoculteurs avec une autre source de revenus, la transformation de cabosse vide. Au niveau de la cabosse, on a à peu près 6,5 millions de tonnes de cabosses vides qui sont abandonnées dans les champs et environ 363 millions de litres de mucilage aussi qui sont abandonnés. Et donc, lorsque ces cabosses sont dans les champs, elles vont se dégrader et entraîner des maladies comme la gousse noire qui va attaquer la plantation de cacao. Donc, dans une démarche d'économie circulaire, donc, il fallait maintenant trouver une nouvelle vie à ces cabosses-là. Et donc, c'est ce qui a motivé vraiment l'écriture de ce projet que nous avons soumis au FONSE en 2020. Au terme de la première phase, le compost Made in INPHB, disponible pour une autre étape, celle de la transformation industrielle. Une autre phase pour laquelle les regards sont à nouveau tournés vers le bailleur, le FONSTI, le ministre de tutelle Adama Diawara et les opérateurs de l'agro-industrie. Dans l'actualité cinématographique, on découvre Buzz, la nouvelle série ivoirienne, bientôt sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne, avant la première diffusion prévue pour ce mercredi à 22 h sur nos antennes. L'avant-première de la série s'est tenue jeudi en présence de l'équipe de production et des acteurs du monde du cinéma ivoirien. Avant d'échanger sur cette nouvelle série avec le réalisateur-producteur, je vous propose de voir ce sujet de Moussa Nikema et Joseph Zécré. Une image, une rumeur, et tout s'enflamme. Buzz, une série ivoirienne bientôt sur les écrans de la nouvelle chaîne ivoirienne, NCI. Entre rêve de gloire et envie de paraître, les réseaux sociaux sont devenus un outil précieux pour qui veut faire le buzz. Mais Mayana va apprendre à ses dépens que faire le buzz n'est pas toujours sans risque. Être Mayana, c'est un honneur, quelque part, c'est une responsabilité. Toute l'histoire tourne autour de son buzz. Donc je ne prends pas la tâche à la légère, je prends mon rôle très au sérieux. Il suffit de réussir. On espère faire partie d'une nouvelle vague qui sera plus créative ou qui sera complémentaire à ce qui a déjà été fait. Nous, on ne fait que compléter ce qui existe déjà, mais pourquoi pas. Une production à voir tous les mercredis à 20h30 et 24 h avant sur la TV d'Orange. Alors l'avant-première pour moi c'est un baptême. C'est un baptême parce que l'enfant est né et il faut que l'enfant sorte. Mais avant que l'enfant ne sorte, on le baptise. Aujourd'hui, on voit que nos chaînes locales croient aux talents locaux. Et ça, c'est quelque chose à encourager, ça, c'est quelque chose à saluer. Et vraiment, merci. Je dirais la série Buzz comme une campagne, une sensibilisation à la jeunesse pour dire que la fin, parfois, ne justifie pas les moyens. Il ne faut pas, parce qu'on a envie de se faire voir, dire n'importe quoi sur les réseaux. Et il faut entrer sur les réseaux par la grande porte et non par la petite. Et pour la nouvelle chaîne ivoirienne qui accompagne la production de la série, l'objectif est le même, accompagner les producteurs locaux. Ça fait plaisir d'accompagner un projet ivoirien. Vous savez qu'on s'est défini aujourd'hui comme une télévision qui contribue au développement du cinéma et de la fiction en Côte d'Ivoire. La qualité, elle est de plus en plus bonne, de plus en plus appréciable. Je veux dire que la qualité dépend des moyens qu'on met et de l'intérêt qu'il y a. Depuis que les télés sont là, avec l'arrivée de NCI et de toutes les autres télés dans l'écosystème, aujourd'hui les producteurs ont compris qu'ils ont des diffuseurs en face qui exigent la qualité. Le public est demandeur de qualité. Et bon, là, on se rend compte que cette qualité elle existe vraiment. Il suffit tout simplement de la demander, de l'accompagner. Pour rappel, l'avant-première de la série a eu lieu vendredi dernier, où acteurs et producteurs ont présenté l'œuvre devant les professionnels du cinéma. Et pour parler de cette série qui épouse son temps, je reçois pour vous, chez vous, Franck Bley. Il est producteur, acteur, réalisateur ivoirien. Il était connu pour Le futur est à nous, diffusé en 2022, brouteur.com en 2016 et aujourd'hui, évidemment, Buzz, après les coups de la vie. Comment ne pas évoquer cette série qui a eu un grand succès auprès du public ivoirien africain. Franck Bley, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Pourquoi Buzz?
Buzz parce que c'est la chose la plus répandue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Point oui, point non, chacun se met sur les réseaux et crée un buzz. Et en vue d'être vu, en vue d'être célèbre. Et on y va par tous les buzz. Et dans cette série, c'est l'histoire de Mayana, ça. Une jeune femme, une jeune étudiante, ça. Qui à tout prix, à tous les coups, veut avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et jusqu'où elle est prête à aller? Alors, elle est prête à aller jusqu'à calomnier un homme politique qui vient de mourir pour se faire passer pour sa petite amie. Donc, du coup, elle a la famille de l'homme politique à dos, elle a le gouvernement à dos et elle a des politiciens véreux également à dos. Alors, il est de notoriété publique que les jeunes Ivoiriens, pour beaucoup en tout cas, on les appelle d'ailleurs aujourd'hui influenceurs pour certains, blogueurs pour d'autres, ils sont prêts à tout pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Est-ce que, finalement, c'est le chemin à suivre? Quelle est l'issue de l'histoire de Mayana? Alors, Mayana c'est une course-poursuite qui s'engage par rapport à Mayana, parce que le premier buzz qu'elle a eu, c'était sur une chanson qu'elle avait chantée. Et malheureusement, le buzz en Côte d'Ivoire, ça fait 3 semaines. Donc 3 semaines après, son buzz commence à s'éteindre, et sa meilleure amie lui dit « mais il faut qu'on rebondisse pour rester dans l'esprit des gens ». Et c'est comme ça qu'elle crée cette fake news-là avec son ami pour continuer à faire le buzz sur les réseaux sociaux. C'est possible de faire le buzz, mais il faut faire le buzz de façon positive. Pas avec des mensonges, pas avec des valeurs qui n'honorent pas la jeunesse. Ce sera la moralité de l'histoire? Ce sera la moralité de l'histoire. Dire aux jeunes qu'on ne passe pas par tous les sacrifices pour être célèbre sur les réseaux. Franck Bley, vous enchaînez aujourd'hui des séries, des films qui ont un grand succès auprès du public ivoirien, auprès du public africain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire que l'écosystème pour la valorisation, pour l'épanouissement du cinéma se met petit à petit en place en Côte d'Ivoire? Alors, je peux le confirmer parce que moi-même, j'ai commencé en 2004. Et quand je vois le parcours, quand je vois le temps qu'on faisait pour pouvoir réaliser une série, ma première série, on l'a fait en 3 ans, pour 26 minutes. Donc, quand je vois la façon dont ça va, beaucoup plus rapidement, les accompagnements qu'on a, parce que déjà, sur cette série-là, j'ai été accompagné par le FONSIC, par le club ACP. Tous ces accompagnements qu'on a nous permettent aujourd'hui de mieux vendre, de mieux installer notre art. Et avec l'avènement de toutes les chaînes aujourd'hui, il y a un véritable vivier. Est-ce que l'industrie cinématographique ivoirienne aujourd'hui se rapproche des modèles qui ont eu du succès, notamment Nollywood au Nigeria ou encore tout récemment au Sénégal? Alors, ça se rapproche beaucoup plus du modèle sénégalais. Nollywood encore loin, parce que le nombre de productions de Nollywood est astronomique. Mais je veux dire qu'entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, la bataille est rude aujourd'hui pour être numéro 1 de la francophonie en Afrique. Quels sont les principaux défis qui se dressent face à vous, acteurs du 7e art en Côte d'Ivoire? Le principal défi, c'est l'accès au financement. C'est déjà ça, l'accès au financement, parce que ce n'est pas tout le monde qui, malheureusement, arrive à avoir une subvention de l'État ou un accompagnement de l'État. C'est l'accès au crédit chez les banques. Aucune banque ne prête pour le cinéma aujourd'hui, parce que, malheureusement, les banquiers ne connaissent pas notre secteur d'activité. Et bon, voilà. Donc, c'est d'abord l'accès au financement, et puis ensuite, il y a un gros défi de formation. Parce que pour certaines choses, on est quand même obligé d'aller sous-traiter à l'extérieur, ce qui n'est pas normal. Donc, si ces 2 défis-là sont relevés, je pense qu'on serait une très, très, très grosse industrie en Côte d'Ivoire. Pour revenir à la série Buzz, la première diffusion est prévue sur NCI ce mercredi, initialement à 20h, finalement à 22h en raison de la Champions League qui sera diffusée sur nos antennes. Pourquoi NCI aujourd'hui? Que représente cette chaîne de télévision, à vos yeux, dans la valorisation des productions ivoiriennes? Alors, il faut dire qu'à l'origine, c'est une coproduction entre la TV d'Orange et l'Unigas Production. Et NCI a été la première chaîne dès visionnage des premiers épisodes à faire une offre concrète et à vouloir, n'est-ce pas, positionner ce programme-là dans la rentrée de cette année. Je pense que NCI fait du beau travail parce qu'il y a quand même beaucoup de films ivoiriens qui passent sur les antennes de NCI. Et surtout, il y a beaucoup de films à venir. J'en veux pour preuve un contrat que j'ai signé avec NCI pour une future série spécialement pour NCI.
Franck Bley, Oui. vous êtes financier de formation. C'est ça. Vous avez exercé dans les finances. Je ne sais pas si vous exercez toujours dans les finances. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, on vous reconnaît comme une figure du cinéma en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces jeunes? Est-ce que ce métier nourrit finalement son homme? Les choses sont en train de se mettre en place. Et que vous avez un message d'encouragement à toutes celles et ceux qui veulent embrasser cette carrière? Alors, avant, lorsqu'on disait qu'on fait le cinéma, la première question qui venait, mais tu fais quoi d'autre dans la vie? Aujourd'hui, le regard commence à changer. Et ce regard-là change parce que de plus en plus, il y a des productions qui sont crédibles. De plus en plus, le cinéma commence à nourrir son homme. Que ce soit les acteurs, que ce soit les producteurs, que ce soit les réalisateurs. On commence à vivre du cinéma parce qu'on fait beaucoup plus de productions. Avant, on faisait une production ou 2 productions par an. C'était compliqué d'en vivre. Mais plus on multiplie le nombre de productions, plus il est aisé de vivre du cinéma. Avant de vous laisser partir, parlez-nous un peu du casting de cette série, Buzz. Alors, on a voulu un casting avec un mélange de générations. Donc, une génération d'anciens avec Fortuné, une génération intermédiaire, et puis avec Guy Kalou, et puis une nouvelle génération avec Soukeina. Et puis, on a également fait appel à l'expertise de Serge Abessolo, du Gabon, qui est venu apporter la touche africaine, parce qu'on ne veut pas parler qu'à la Côte d'Ivoire. On voudrait qu'aujourd'hui, les messages portés par le cinéma ivoirien soient des messages pour toute l'Afrique francophone. C'est seulement comme ça, ensemble, qu'on sera beaucoup plus fort face aux géants nigériens. Franck Bley, merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'est un plaisir et c'est un honneur d'avoir participé au journal. Et bon succès à votre série Buzz. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, on s'intéresse au sport football. L'Africa Sport d'Abidjan réussira-t-il à se maintenir en première division, malgré le communiqué de la Fédération ivoirienne de football annonçant la montée de l'ISCA, conformément à la décision du tribunal arbitral du sport, le TAS, et du maintien de l'Africa Sport d'Abidjan en D2, les dirigeants du club vert et rouge n'ont pas tardé à exprimer leur opposition à cette décision. Est-ce le début d'un bras de fer et jusqu'où pourrait-il aller? Un reportage de Salif Yalekwe. Après avoir célébré avec faste sa montée en première division, l'Africa Sport d'Abidjan devrait retourner en Ligue 2. Cette décision a été prise vendredi dernier par la Fédération ivoirienne de football, réunie en comité d'urgence. Afin de garantir la correcte répartition des clubs qui participent aux différents championnats et d'assurer le bon déroulement de ceux-ci, le comité d'urgence a décidé que ISCA participera au championnat de Ligue 1. L'Africa Sport participera au championnat de Ligue 2 lors de la saison 2024-2025. Quelques heures auparavant, le TAS, le tribunal arbitral du sport, ordonnait à la FIF d'intégrer l'équipe de ISCA qui avait engagé le 1er juillet dernier une procédure contre l'instance fédérale devant cette juridiction sportive. L'affaire opposait l'Innova Sporting Club Association, ISCA, à la FIF et le Yamoussoukro FC. Il appartiendra à la FIF de tirer les conséquences de la présente sentence en prenant toutes les mesures utiles à la participation d'ISCA au championnat de Ligue 1 pour la saison 2024-2025 et en se déterminant sur la participation d'Africa Sport à ce même championnat. Un rebondissement, pas du goût des dirigeants du club vert et rouge qui ont marqué leur opposition à cette décision. L'Africa Sport d'Abidjan n'entend pas être la victime consentante et expiatoire de cette décision. Selon ce journaliste sportif, la décision de la fêtière du football ivoirien est précipitée. La lecture que moi je fais de ce communiqué de la Fédération ivoirienne de football, je pense qu'il a été fait de façon précipitée. On se rappelle que l'Africa avait disputé la finale de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire face à Osa. L'Africa a remporté cette finale, l'Africa a reçu son trophée et la décision de la montée de l'Africa en Ligue 1 a été entérinée en assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Pour simplement le principe du parallélisme des formes, il était pour moi nécessaire que la FIF convoque une assemblée générale extraordinaire afin de permettre à ses membres actifs de décider du cas de l'Africa Sport. Les supporters de l'Africa, comme ceux des clubs rivaux, tels que la SIC d'Abidjan, nostalgiques des derbies, regrettent également cette donne. C'est à la fédération de revoir sa copie. Peut-être qu'aller maintenant à 18, voilà, maintenir, essayer d'aider les deux camps, les deux parties. Parce que si on prend une décision pour dire que l'Africa est en Ligue 1, et après, quand le TAS donne le verdict, pour dire qu'on doit maintenir l'ISCA en Ligue 1 et l'Africa descend, moi j'ai dit que ce n'est pas possible. Cette annonce a été comme un coup de massue.
pour la simple raison qu'avec l'effort effectivement fourni par l'Africa pour la montée, et que cette décision effectivement la rétrograde, c'est un peu effectivement avec beaucoup de pincement au cœur que nous avons reçu effectivement cette décision. Je préfère que l'Africa monte. Comme l'Africa qu'on connaît, il faut que l'Africa soit comme ça parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des trucs un peu de trucage pour que l'Africa puisse partir. Ces derniers développements dénotent d'un nouveau bras de fer dans le football ivoirien alors que la reprise du championnat de Ligue 1 est annoncée pour le 20 septembre prochain. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain à 19h50. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.